Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Au risque de l'histoire et merci naturellement pour votre fidélité. Alors, peut-on être catholique et infidèle à Rome ? La question semble saugrenue, pourtant elle s'est posée au XIXe siècle, mais aussi jusqu'à nos jours. Ils sont dissidents, ils sont insatisfaits, ils sont rebelles. En 1801, ils n'acceptent pas la signature du concordat entre Napoléon et Pie VII. D'autres, au contraire, estiment quelques années plus tard que l'Église n'est pas assez moderne. Les derniers, quant à eux, refusent le dogme de l'infaillibilité pontificale. Qui sont ces catholiques malgré Rome au XIXe siècle ? Quelle est leur importance ? Quels sont leurs chefs ? Comment la hiérarchie juge ces mouvements hétéroclites ? Enfin, que nous disent ces mouvements de la centralisation romaine au cours de ce siècle capital dans l'histoire de l'Église ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mes deux invités, deux historiens. Alain Carventous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter ? Vous êtes historien, professeur émérite d'histoire moderne à Paris 1, Panthéon Sorbonne, ancien directeur de recherche au CNRS. Votre œuvre est absolument phénoménale et votre dernier ouvrage, il s'agit d'une histoire de la petite Église en France. Qu'est-ce que la petite Église ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, c'est une petite Église qui commence au XIXe siècle et jusqu'à nos jours, comme nous allons le voir. Et c'est paru, aux éditions du Cerf. Chez le même éditeur, Jean-Pierre Chantin. Bonjour. Jean-Pierre Chantin, bonjour. Merci aussi à vous d'être venu jusqu'à nous. Vous nous venez de Lyon. Vous êtes chercheur au LARA. J'ai reçu plusieurs historiens du LARA. Donc le LARA, pour nos auditeurs et téléspectateurs, c'est le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Il y a de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'Église qui sont publiés chaque année. Et vous avez publié donc Catholiques malgré Rome, des croyants infidèles en France, 19e, 21e siècle. Vous parlez naturellement de la petite Église, mais pas que. Vous parlez de tous les autres mouvements jusqu'à nos jours qui montrent qu'au fond, il y a énormément de mouvements dissidents. Juste avant cette émission, nous évoquions le fait qu'aujourd'hui, il y a 20 papes dans le monde, qui donc, on imagine, 19 qui ont été élus par d'autres personnes, d'autres obscurs mouvements dissidents. Alors, je me tourne vers vous, Alain Carventous. Est-ce qu'il est difficile à l'époque, donc au XIXe siècle, est-ce qu'il est difficile pour l'Église de qualifier ces catholiques malgré Rome ? Est-ce que ces mouvements dont nous allons parler aujourd'hui sont des dissidents ou bien des schismatiques ? C'est pas très difficile pour l'Église de les traiter de schismatiques, c'est-à-dire des gens qui ont rompu, je dirais, l'unité avec Rome, mais à l'inverse, les gens de la petite Église en particulier, mais je pense que d'autres aussi, estiment que c'est l'Église catholique romaine qui est schismatique, puisque c'est elle qui a rompu, en particulier avec le Concordat, la succession apostolique, dans la mesure où Bonaparte et Pie VII demandent de conserve la renonciation de tous les évêques qui sont en poste en France, pour en nommer de nouveaux. Et par conséquent, pour eux, c'est le schisme, c'est de l'autre côté. Mais on est toujours le schismatique de l'autre, de toute manière. Jean-Pierre Chantin ? Oui, en fait, dissidence, ça induit pas forcément que les personnes soient en dehors de l'Église. C'est ça qui est un peu difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'on peut être en désaccord et d'être donc dissident par rapport à une idéologie dominante, mais les groupes, en l'occurrence, que j'ai étudiés, au-delà de la petite Église, n'entendent pas rompre avec le catholicisme. C'est bien pour ça qu'ils sont catholiques malgré Rome. Et c'est bien parce que Rome les a exclus qu'on va dire qu'ils sont en dehors de l'Église, mais eux se sentent comme étant l'Église catholique, sachant qu'au XIXe siècle, comme vous l'avez dit dans votre introduction,
la centralité romaine n'est pas encore établie. Elle le sera seulement qu'à partir de 1870. Alors on va y revenir hein, parce que c'est un point absolument essentiel Sûr. de la problématique de ce sujet, cette centralisation romaine. Est-ce qu'on doit placer ces dissidents dans la tradition, si je puis dire, des opposants à Rome de l'époque médiévale ou même moderne? Parce que ce n'est pas nouveau d'avoir des personnes qui s'opposent à Rome au sein du catholicisme. Ah, mais il y a toujours eu des contestations dans l'histoire du catholicisme. On va prendre la plus célèbre d'entre elles, que tout le monde connaît sous le nom de cathare, qui est une erreur, puisque le mot est inventé au XIXe siècle. Donc ce sont des dissidents au Moyen-Âge qui n'acceptent pas la réforme grégorienne. Eux entendent garder les principes habituels et ils vont être pourchassés, condamnés, etc. Mais, donc, par exemple, ces bons hommes sont des dissidents et il y a toujours eu des dissidents depuis l'Antiquité. Mais il y a malgré tout une spécificité du XIXe siècle dans cette dissidence. Alors oui, pour la France en tout cas, il y en a une. C'est d'abord que l'État français a proclamé la liberté de conscience et la liberté de culte à la Révolution française, Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Chacun est libre de professer le culte qu'il veut, donc ça laisse une certaine liberté. L'État n'est plus catholique, donc on peut être catholique comme on l'entend. Et deuxième chose aussi, c'est que l'État, par le concordat dont on vient de parler, paye les prêtres. Et donc ça peut être difficile d'être dissident. Un prêtre dissident, il ne touche plus de traitement. Donc ça, on est dans le côté très très pratique. Mais donc le 19e siècle change. Et puis, on est dans un siècle de sécularisation. Sur un siècle entier, on a une population qui se détache, pas du catholicisme, mais des institutions catholiques. C'est bien pour ça qu'en 1905, qui est le terme de notre propos aujourd'hui, en 1905, la majorité des Français, hommes, qui votent en 1905, réélisent ceux qui ont fait la séparation des églises et de l'État, tout en étant catholiques. Il existe une spécificité, Alain Camantous, de ces dissidents au XIXe siècle? Alors, moi, je ne parlerai pas de dissidents, je reprendrai le vocabulaire des uns et des autres, je parlerai de schismatique. De schisme, dans la mesure où il y a une véritable séparation. Entre les gens de la petite Église et Rome. Alors, il y a quand même une grande différence avec d'autres ruptures. Vous parliez des cathares tout à l'heure. Moi, je pensais évidemment en tant que moderniste à la rupture de la Réforme. Cette rupture, elle est extrêmement différente dans la mesure, ici, elle n'est qu'ecclésiologique. Je reviendrai sur ce terme éventuellement. Tandis qu'au moment de la Réforme, elle est à la fois ecclésiologique, pastorale et théologique. Là, il n'y a pas de rupture théologique parmi les membres de la petite Église. Au contraire, je dirais, il y a une surenchère, à la fois dans les pratiques et dans des affirmations théologiques. Dans la mesure où, il ne faut pas l'oublier, progressivement, les gens de la petite Église sont privés de sacrements, puisqu'il n'y a plus de prêtres de la petite Église. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est un mouvement, à mon avis, que je pourrais qualifier sans me tenir évidemment dans la posture romaine de schismatique, mais tout au moins de fidélité à l'ancienne Église, selon eux, mais qui en même temps est bourré de contradictions dans l'évolution de son histoire. Alors on va y revenir, hein, puisque je souhaiterais voir trois groupes spécifiquement au XIXe siècle, dont cette petite église. Là, je souhaiterais une approche généraliste. Vous vouliez réagir, Oui, Jean-Pierre je dirais Chantin? que c'est un peu plus compliqué que ça. Pour ces anticoncordataires, donc, qu'on appelle petite église, mais c'est un terme péjoratif, petite église, qui est employé par justement ceux qui sont romains. Mais c'est... Non. Le terme de petite église vient de Londres, c'est-à-dire des prêtres exilés. Oui, qui l'ont repris à à leur Londres, compte. qui se sont définis comme la petite église de Londres. Mais... Et ensuite, ça a été repris. Mais ces anticoncordataires, ils ne rompent pas avec Rome, ils rompent avec l'Église de France, avec l'Église qui a été nommée par Napoléon. Et au début, du moins, dans les débuts du mouvement, il n'y a pas de rupture, ils reconnaissent la primauté du pape dans les limites de l'époque, qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc ils se sentent tout à fait romains.
mais pas en communion avec l'Église de France. Ça, je ne crois pas. Excusez-moi, moi j'ai une interprétation totalement différente. Alors, allez-y. Dans la mesure où le Concordat n'est pas l'œuvre uniquement de Bonaparte, mais aussi de Pie VII. Ils ne reconnaissent pas Pie VII, puisque à un moment même, il y a des mouvements, des écrits qui indiquent que ça ne peut pas être Pie VII qui a signé. C'est un tel document, oui. C'est un sosie. Mais je pense qu'il faut distinguer entre Rome et le pape. Ils ne veulent pas se séparer de Rome, mais ils reconnaissent que le pape peut être dans l'erreur. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Là, c'est quand même une argutie, parce qu'ils se séparent quand même. Quand on dit Rome, c'est quand même déjà même la centralité romaine. Elle ne date pas d'après 1870. Elle est déjà à l'œuvre, là. Elle est déjà à l'œuvre avec les papes après la Révolution. Et évidemment, ça va s'accentuer avec le Concile de Vatican I. Mais il me semble qu'il y a, à mon avis, mais je peux me tromper, il me semble qu'il y a, chez les gens de la Petite Église, un refus quand même de reconnaître la papauté, c'est-à-dire de reconnaître celui et ses successeurs qui ont signé le Concordat et qui s'y tiennent. D'autant que le futur Louis XVIII avait promis, avant la Restauration, qu'on reverrait le Concordat. Et il y a même un développement là-dessus, puisqu'en 1817, on commence à signer un nouveau Concordat. Et puis on va l'arrêter. Alors, j'avais encore 2 questions plus généralistes sur ce 19e siècle, mais puisque vous me poussez sur la Petite Église, engageons-nous sur la Petite Église. Vous ne poussez à rien, moi. Non, c'est très bien. Parce que on va rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. Le Concordat, quelle en est sa nature et que dit exactement le Concordat ? Alors, le Concordat, c'est un document qui, après un certain nombre de, de discussions, est signé en juillet 1801 entre Bonaparte, qui est encore premier consul, qui n'est pas encore... Il n'est pas encore Napoléon, j'ai fait une erreur dans mon introduction. Et le pape Pie VII. Et dans ce Concordat, évidemment, l'intérêt pour Bonaparte, c'est de contrôler l'Église de France et d'imposer un certain nombre d'éléments au pape. Et parmi, évidemment, la façon de contrôler l'ensemble, ils se mettent d'accord tous les deux pour, je l'évoquais tout à l'heure, demander à tous les évêques, soit les évêques qui sont en poste, soit les évêques qui sont en exil, car ils sont relativement nombreux en exil, de démissionner de façon à reconstituer un nouveau corps épiscopal. Ce nouveau corps épiscopal sera réduit, puisque, contrairement à ce qui s'est passé au moment de la constitution civile du clergé en 1790, il n'y aura plus un évêque par département, il y aura une soixantaine d'évêques, 60 évêques. Donc on va réduire considérablement l'administration et la territorialisation de l'Église de France. Qui plus est, il y a aussi des articles organiques qui sont des articles secrets, selon lesquels, par exemple, c'est la reconnaissance du mariage civil, c'est la réduction du nombre de fêtes d'obligations religieuses réduite à 4. Bon, on a donc un certain nombre d'éléments qui modifient très sensiblement ce qui s'était passé avec la constitution civile du clergé et qui met évidemment sous la coupe du pouvoir politique, mais ça c'est pas nouveau, qui met sous la coupe du pouvoir politique l'Église de France. Voilà. Est-ce que dans cette perspective, ceux qui s'opposent au Concordat, la fameuse petite Église donc, ceux qui s'opposent au Concordat s'opposent à l'autorité religieuse ou bien à l'autorité civile ou bien aux deux autorités ? C'est là où ça devient compliqué, parce que ça dépend. En fait, ça dépend de qui on parle. Il y a des personnes qui n'y voient qu'une opposition religieuse. Ils trouvent qu'on change la religion. C'est le cas notamment des paroissiens, au niveau des paroisses. On supprime des fêtes, par exemple, des fêtes d'obligation, on les réduit, et certains le refusent. Ou on change des circonscriptions. Il y a des paroissiens qui refusent tout ça. Ou on change des prêtres. On met un prêtre constitutionnel et les paroissiens ne l'acceptent pas. Et donc, ils vont s'opposer au texte. C'est parce qu'il y a toujours le fond de la question révolutionnaire du prêtre, celui qui prête serment et celui qui ne prête pas serment. Et donc, pour eux, certains prêtres qui sont exemplaires sont évincés. Donc, il y a des raisons religieuses
administratives surtout. Et puis il y a des raisons aussi politiques. Il y a des personnes qui sont opposées peut-être plus à Napoléon, à l'Empire et à la Révolution, qui mettent dans le même sac, et qui sont pour les droits du roi et des Bourbons, et qui vont s'opposer aussi pour des raisons politiques. Alors vous avez ces deux grandes options, et puis il y a ceux qui sont un peu à égalité entre les deux, qui vous mettent un peu les deux raisons dans le même sac. Donc c'est pour ça que le mouvement est très divers, selon les lieux, selon le statut. Les évêques ne s'opposent pas de la même manière que les prêtres, ni de la même manière que les fidèles. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre. Il y a vraiment des raisons très différentes. Donc c'est pour ça que le mouvement est un peu complexe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a jamais eu d'unité. Quelle est leur importance numérique, Alain Camanteau? Est-ce qu'on rencontre ce mouvement exclusivement dans les villes, dans les campagnes, les deux? Alors, deux réponses à vos deux questions. Oui. La première, c'est que, pour parler comme Chaunu, la pesée globale, c'est probablement 70, 80 000 personnes. Ce qui est très peu. Au moment du Concordat et dans les années qui suivent, c'est relativement peu. Et la deuxième chose, alors qui est historiquement beaucoup plus intéressante, c'est que c'est l'implantation. Parce qu'on a une implantation géographique qui est une énigme pour les historiens, pas vraiment une énigme, mais dont on ne connaît pas véritablement les racines, parce que les racines sont extrêmement différentes d'une région à une autre. Alors disons qu'en gros, la fameuse ligne Saint-Malo-Genève joue un rôle, me semble-t-il, sans que ça soit évidemment la cause, évidemment. C'est plutôt la partie donc occidentale de cette ligne. Et puis, on a des zones qui sont extrêmement impactées par la petite église. Alors, c'est bien sûr le centre-ouest, non pas autour de la Vendée, mais autour des Deux-Sèvres, pas la Vendée. C'est quand même important. Le bocage normand aussi, le Cotentin, pas du tout la Bretagne, ou presque, mis à part la région de Vannes. Et puis, toujours sur cette ligne-là, quand on descend un petit peu, on a le Rouergue, le nord du Rouergue, le sud du Cantal, le sud du Cantal, je parle donc de nord de l'Aveyron et le sud du Cantal pour être uniforme à la géographie administrative. Et puis, bien sûr, de l'autre côté, on a la région lyonnaise, le Beaujolais, le Charolais, un petit peu dans les Alpes, dans la région de Gap, par exemple, dans la Vienne, autour de Vienne aussi, et puis, alors, la Belgique. La Belgique, une partie du Brabant, qui participe de ce phénomène-là, dans la mesure où, évidemment, ça fait partie des territoires ou des départements qui seront annexés. Un peu le Luxembourg aussi, enfin voilà. Après, il faut chercher les raisons de ces formes d'implantation. Et alors là, évidemment, on peut se perdre en conjecture. Elles sont vraiment diverses. Elles sont extrêmement diverses. Il y a à la fois des raisons, je dirais, historiques, dans la mesure où parfois, moi je crois que vous l'avez bien montré, le rôle du jansénisme, par exemple, dans la région lyonnaise, du second jansénisme a été très important. Il y a aussi des raisons historiques dans la région du centre-ouest, mais pas forcément les guerres. Pas forcément les guerres dites de Vendée. Le Maine-et-Loire n'est pas impacté, la Vendée très peu. Oui. Il y a le refus, par exemple, aussi de la conscription, qui joue un rôle, mais pas partout. Et puis, il y a le paysage géographique, c'est-à-dire qu'on a affaire, alors je ne parle pas des villes, bien sûr, mais qui sont très peu marquées, alors mis à part Lyon, Alençon aussi, Vendôme. Le Mans, voilà. Vendôme, Toulouse. Mais Toulouse, il n'y a plus rien en 1820. Il n'y a plus un membre de la petite église en 1820-1821 à Toulouse, par exemple. Jean-Pierre Chantin. Oui. Alors, sur le faible nombre, c'est une estimation qu'on a au niveau national. En revanche, dans certains diocèses, c'était des réalités très présentes et qui gênaient énormément les évêques ou les archevêques. Parce qu'il y a des régions qui étaient très, très, très concernées. Par exemple, dans la Loire, vous aviez des groupes de paroisses où 80% des personnes étaient dissidents. Ou dans les Deux-Sèvres, vous avez autour de Cérizet, etc., vous avez des endroits où on ne pouvait pas nommer de prêtre, tellement la population dissidente était présente. Donc ce n'est pas une importance numérique au niveau national, alors que localement, oui. Et ça a beaucoup gêné les autorités
et religieuses et civiles. Alors il y a un mot que nous n'avons pas utilisé, c'est gallican, si je ne me trompe. Or, il y a la question gallicane. On a fait une émission sur le jansénisme, vous citiez le jansénisme tout à l'heure, donc je renvoie nos téléspectateurs à cette émission. On a fait également une émission sur le gallicanisme. Le fait que Rome impose sa partition en lien avec les autorités civiles, ça fait peur en quelque sorte à ces évêques qui voient leur pouvoir mis à mal. Non, je ne crois pas que ça soit ça. Enfin, il n'y a pas de part gallicane dans cette... Si, mais la part gallicane, elle vient de l'État. Il n'y a pas de l'Église. Autrement dit, la volonté de Bonaparte de contrôler complètement l'Église de France, ça renvoie à des éléments, mais qui ne sont pas liés seulement à la Révolution, mais qui sont bien antérieurs. Les rois de France n'ont jamais cessé de vouloir contrôler l'Église de France. Voilà. Et d'où parfois des conflits avec Rome, qui ont été extrêmement importants. Je rappelle qu'on parlait du schisme tout à l'heure. À l'époque de Louis XIV, on est passé à 2 doigts du schisme avec Rome, pour des raisons de gros sous, essentiellement. Il y a quand même des évêques qui craignent que le pape ait trop de pouvoir. En fait, ils n'étaient pas dans les négociations, ces évêques. Non. Ils ont été exclus. C'est un peu ce qu'ils reprochent aussi aux deux partis, et notamment au pape, c'est que contrairement à Pie VI, par exemple, il ne les a pas consultés. Et d'ailleurs, quand ils en appellent à lui, dans des réclamations, c'est les évêques exilés, quand ils en appellent au pape, ils en appellent à revoir sa position avec eux, en les consultant, pour revenir à quelque chose qui ressemble à l'Église gallicane et qui préserve leurs droits en tant qu'évêque. Et normalement, le pape n'avait pas à exiger une démission des évêques. C'était pas dans son pouvoir. Donc c'est un abus de pouvoir, et il le voit comme ça, une transgression des droits de l'Église gallicane. Alors justement, Rome, comment réagit Rome ? Est-ce que Rome fait preuve de patience au début, voire de bienveillance à l'égard de cette petite Église, ou il y a une volonté de séparation quasi immédiate ? Il faut bien savoir qu'au moment de la signature du Concordat et de la loi des articles organiques, qui ne sont pas secrets au début, mais après c'est une loi, donc ils sont publics, et Rome a refusé ces articles organiques, notamment, parce que ça a été fait sans Rome. Mais Rome n'est pas en position la papauté n'est pas en position de force. Celui qui est en position de force, c'est Napoléon Bonaparte. Donc Rome n'a pas beaucoup de moyens d'intervenir dans ces questions-là, et elle laisse un peu les évêques de la nouvelle Église de France se débrouiller avec leurs dissidents. En plus, ces dissidents, ils sont, je parle des paroissiens, ils peuvent être de bonne foi. Donc certains évêques sont très embêtés parce qu'ils ne vont pas aller contre des paroissiens qui suivent parfois un prêtre ou un évêque, ou parfois qui, par eux-mêmes, s'opposent à la nouvelle situation. Donc il y a pas vraiment, il faut attendre 1820 pour qu'il commence à y avoir des textes venant de la papauté et sur l'insistance de l'Église de France pour qu'il y ait une condamnation de ces groupes. Alain Alors, il faut quand même Camantos. bien voir une chose, c'est que si ces évêques sont en position de faiblesse, c'est que la plupart sont exilés. Ceux qui manifestent, notamment, on a parlé des recommandations canoniques tout à l'heure, eh bien, ces recommandations canoniques viennent de Londres, signées par 38 évêques qui sont exilés à Londres, plus des évêques qui sont exilés en Espagne, des évêques qui sont exilés en Suisse, d'autres qui sont exilés dans les États germaniques. Autrement dit, il y a une espèce de dispersion, même s'ils essayent d'avoir une forme d'unité pour réclamer, effectivement, vous avez raison, leurs droits gallicans, c'est sûr. Et cependant, Rome ne réagira pas à ça. Il y aura une réponse du pape qui confirmera en fait le concordat de 1801. Ceci dit, les nouveaux évêques qui sont nommés, ils sont nommés souvent dans une configuration, je le disais tout à l'heure, géographique complètement différente. C'est-à-dire qu'on remodèle une grande partie des diocèses. Et par exemple, le diocèse de La Rochelle est complètement remodelé et toute une partie, en plus, il y a dans ce diocèse-là, pendant un certain temps, comme dans le diocèse de Poitiers, il n'y aura pas d'évêque qui siégera. Le siège sera vacant parce qu'il n'y aura pas de candidat ou parce que le pouvoir ne les nommera pas. Donc, la position des nouveaux évêques, enfin des évêques qui sont
qui sont associés au Concordat, c'est une position extrêmement complexe, extrêmement difficile, effectivement, parce que très souvent, ils n'ont pas non plus les moyens face à des communautés qui sont des communautés, lorsqu'elles sont importantes, mais à l'échelle d'un village, à l'échelle d'une petite ville, bon, faut quand même du bruit. Hein. C'est l'État, en fait, qui intervient, mais pas pour des questions religieuses, mais parce qu'il y voit des opposants politiques. Et donc, c'est plutôt les préfets qui interviennent pour, alors, pas condamner en justice, il faut attendre les années 1820 pour qu'il y ait une condamnation d'un prêtre anticoncordataire, mais pour arrêter, exiler, mais parce qu'ils sont opposants politiques. Alors on a parlé des évêques, tout à l'heure on a parlé aussi des fidèles. Qu'en est-il des prêtres ? Alors les prêtres sont à peu près 400. Donc c'est rien du tout par rapport au nombre de prêtres qui existaient au moment de la Révolution. Je veux dire, il y avait quoi, 30 000 prêtres ? Mais Oui. Un peu plus encore, même. Oui. Un peu plus. Donc, si on compte là avec les prêtres religieux, ça fait 40, 45 000, enfin 60 000 même. Autrement dit, et il y en a à peu près 11% qui se retrouvent en Angleterre, les prêtres. Alors, ils sont évidemment contre le Concordat, mais leur action est assez difficile. Et parmi ces prêtres, il y a un certain nombre de polémistes qui vont, je dirais, attiser la flamme de la résistance, mais à partir de Londres. Écrire des pamphlets, je pense à Blanchard par exemple, qui est un homme extrêmement virulent, et faire distribuer ces pamphlets par l'intermédiaire d'envois par le Morbihan, enfin, par le Havre, Rouen, etc., pour maintenir la flamme. Autrement dit, il y a à la fois des prêtres qui sont à l'extérieur et qui essayent de maintenir la résistance, et puis il y a des prêtres de l'intérieur. Alors certains, lorsqu'ils vivent dans des communautés où les membres de la petite église sont majoritaires, peuvent rester sur place, et puis ils font leur boulot de prêtre. Hein. Et puis la plupart, quand même, sont des prêtres qui sont, comment dirais-je, souvent pourchassés par la police, protégés par les populations, et qui sont devenus des prêtres complètement gyrovagues, et qui vont, notamment dans les régions où où la population de la petite église est dispersée, qui vont de communauté en communauté pour, justement, distribuer les sacrements, maintenir la résistance, elle aussi. Donc il y a deux formes de résistance en fonction de l'endroit où se trouvent les prêtres. Oui. Il y a autre chose aussi, alors, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est que vous avez les prêtres qu'on identifie parce qu'ils ont été pourchassés ou ils sont eux-mêmes positionnés dans la dissidence. Et puis il y a ceux qui ont les mêmes idées, mais qui restent discrets, qui restent à leur poste, parce qu'ils ont besoin. Je vous rappelle que les prêtres sont payés par l'État, donc si vous voulez avoir un poste, il faut être dans la ligne. Donc je connais de nombreux cas de prêtres restés en poste, mais étant très critiques par rapport au Concordat, n'appliquant pas forcément les consignes. Dans le diocèse de Lyon, par exemple, on a un archevêque qui est obligé de rappeler à tous les prêtres du diocèse que le Concordat prévoit qu'on doit faire les fêtes réglementées, qu'on n'a pas le droit d'exiger de se refaire baptiser quand on a été baptisé par un prêtre constitutionnel, etc. Donc il y a une espèce de dissidence intérieure qui s'exprime peu et qu'on a du mal à identifier. C'est ce que j'appelle les marges extérieures et les marges intérieures. Ils ont les mêmes griefs, mais il y a ceux qui sont exclus ou qui s'excluent, et puis il y a ceux qui restent dans le moule, mais en étant toujours très critiques. Alors ce qu'il y a d'intéressant, alors je ne sais plus si c'est pour la petite église ou pour les vieux catholiques ou pour les deux, mais on voit se dessiner au sein de ce mouvement, vis-à-vis de la fidélité à Rome, certains qui souhaitent vraiment rester fidèles à Rome, d'autres qui, au fond, se contentent de la rupture, et d'autres qui attendent des temps meilleurs, eschatologiques. Ben oui, c'est ce que je disais, le mouvement est divers, donc les réactions, d'autant plus quand le mouvement continue et que la contestation, et que Rome commence à s'exprimer et en condamnant. Bon, là, il y a des positions à prendre. Alors, il y a ceux qui disent, on a une condamnation romaine, donc on va arrêter. Il y a ceux qui continuent de se relancer en disant, Rome a été dans l'erreur en signant le Concordat, on va attendre que le pape reconnaisse ses torts
et ça arrivera un jour. Je précise que ceux d'aujourd'hui sont dans la même position. Oui. On attend que Rome reconnaisse ses erreurs, et à ce moment-là, il n'y aura aucun souci. La petite église existe encore aujourd'hui. Toujours. Bien sûr. D'ailleurs, ils vont, pour ceux que j'ai rencontrés, ils vont communier sans problème en Suisse ou en Italie, par exemple, mais ils ne le feront pas en France, puisque c'est l'Église de France qui leur récuse. Et puis il y a ceux qui se sont dit tout est perdu, l'autorité qui devrait être l'autorité légitime n'est plus dans la vérité, donc la vérité doit venir de Dieu. Et donc certains ont même carrément dit que le pape n'était pas le vrai pape, et ils ont parlé de pape vacant, donc le cédé-vacantisme qu'on connaît encore aujourd'hui en disant que le pape qui est sur le trône n'est pas le pape. Il y en avait déjà, je crois que c'est un abbé de l'Ouest, il y en avait déjà au début du XIXe siècle. Alain Cavantos ? Oui, ce qu'il faudrait aussi noter, c'est qu'il y a un certain nombre de gens de la petite église, justement, à partir des années 1820, qui vont faire la démarche à Rome, qui vont aller à Rome. Notamment, il y a 2 Aveyronais que j'ai rencontrés, que j'ai suivis, mais ensuite, en 1870, au moment du Concile de Vatican I, il y a 2 Lyonnais, Duc et Berliet, qui vont aller à Rome pour dire alors, qu'en est-il ? Et la réponse du pape, tout au moins pour mes 2 Aveyronais, sera vous avez un évêque légitime, il est dans la communion Apostolique. avec Rome, puisque c'est moi qui l'ai nommé, il est dans la succession apostolique. Oui. Et donc, c'est à lui qu'il faut, je dirais, obéir. Et donc, ils reviennent et ils maintiennent le mouvement. C'est très intéressant, oui. Donc, alors, et puis, simplement une... Donc il n'y a pas là, il n'y a pas de schisme en fait. Si le pape se met à dire que votre évêque légitime, c'est un tel. Oui, mais eux ne reconnaissent pas l'évêque. Ah oui, effectivement, oui. Oui. Non, Oui, je pensais que vous parliez d'un évêque. Giraud, ils ne reconnaissent pas l'évêque de Rodez. Je pensais que vous parliez d'un évêque de la petite église. Mais c'est pour ça qu'au moment de Vatican II, par exemple, Rome ne commet pas la même erreur. Elle envoie dans l'Ouest un évêque français, mais qui est évêque d'Asie. Donc il n'est pas de l'Église de France. Et il l'envoie, donc c'est Monseigneur de Ruino, et il l'envoie pour convertir, pour faire revenir les anticoncordataires. Alors, on va quitter la petite église, puisqu'il y a encore 2 mouvements, il nous reste 19 minutes, 2 mouvements à voir. D'abord, l'Église catholique française. Alors, on est un peu perdu, parce qu'on se dit l'Église catholique française, c'est l'Église normale. Mais non, il y a un mouvement en 1830 qui s'appelle l'Église catholique française, qui est mené par un certain abbé Châtel. Quelle est la particularité de ce mouvement, Jean-Pierre Chantin ? Alors, on est exactement à l'inverse du mouvement anticoncordataire. Il y a 3 formes d'opposition à peu près dans les catholiques que j'ai pu identifier sur 2 siècles. Vous avez des personnes qui pensent que Rome va trop dans la modernité, et donc on peut dire que c'est des mouvements conservateurs. On change la religion de nos pères, c'est ce qu'on entend de partout. Ça, les anticoncordataires sont plutôt de ce côté-là. Pour l'Église française de Châtel, on est à l'inverse. C'est-à-dire c'est des personnes que moi je qualifie de réformateurs. Ils pensent que l'Église ne va pas dans le sens de la société, qu'on va perdre la société, que le catholicisme n'aura plus de fidèles, parce que l'Église campe sur des positions très conservatrices. Et ça se provoque au moment du changement de régime, avec Louis-Philippe, enfin d'abord la Révolution, puis Louis-Philippe, roi des Français, où il voit là l'occasion de créer une Église nationale. Alors une Église nationale, au début de cette histoire de l'Église catholique française, c'est bien l'Église nationale, membre de l'Église universelle. Ils ne remettent pas en cause l'autorité du pape, mais ils veulent qu'il y ait une Église nationale avec le roi de France, le roi des Français, qui serait un peu le garant de cette Église nationale, et des personnes qui accepteraient plus de liberté, des prêtres éventuellement élus, des cérémonies en français. Et alors que l'Église essaye d'introduire le rite romain en latin, avec des résistances d'ailleurs dans les diocèses. Donc eux sont dans cette ligne réformiste. Il faut dire pour nos téléspectateurs et nos auditeurs qu'il y avait beaucoup de rites régionaux au fond, et que le rite romain, tout le mouvement tridentin qui commence au XVIe siècle, n'arrive à s'imposer véritablement qu'au XIXe siècle. C'est ça, et même milieu XIXe siècle, les derniers résistants, je crois que ça doit être Lyon, le rite lyonnais a duré assez longtemps. Donc il y a ce mouvement de faire une église qui soit plus ouverte, qui soit plus proche des personnes, et qui garde une spécificité française. Donc ça, c'est le propos de ces catholiques libéraux
On est tout à fait dans le mouvement des catholiques libéraux de 1830. L'erreur sur les études sur cette Église catholique française, elles prennent le mouvement dans ses évolutions pendant 20 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi elle s'est créée, à quel moment et pourquoi. Et ils ont un certain écho, notamment ils vont faire une messe aux Polonais, par exemple, puisque les Polonais sont persécutés au même moment par les forces conservatrices, et il se trouve que Paris, l'archevêque de Paris refuse de faire une messe. Enfin, il a d'autres difficultés au même moment. Et donc, c'est l'Église catholique française qui fait cette grande messe. Et à cette grande messe sont présents les membres du gouvernement. On a Carnot, on a des personnalités assez importantes. Lafayette se fait représenter par son fils, par exemple. Donc voilà, ils sont en lien avec ces mouvements libéraux qui ont le vent en poupe au niveau politique. Bon, il y a des succès un peu en France. Ça n'a pas eu un succès immense, mais ça a quand même beaucoup inquiété les autorités. Mais parce que justement, vous parlez d'expérience mornée dans votre livre. Voilà, il y a beaucoup moins de monde que dans la petite église. Voilà, ça inquiète les autorités. Comment Rome réagit et comment finalement l'affaire se termine? Alors Rome laisse faire, puisque c'est une affaire française, franco-française. Et puis, on est vraiment dans un moment 1830. Il y a Patrick Arismendi qui avait fait un beau livre là-dessus. Ce moment 1830 de bouillonnement. Donc, on laisse faire, on laisse voir ce qui va se passer. Il y a des paroisses dans toute la France qui adhèrent à ce mouvement parce qu'ils n'ont pas de prêtre, parce qu'ils ont un évêque qui est intransigeant, parce qu'ils ont un prêtre qui est trop carliste, trop pour Charles X. Donc, il y a un bouillonnement des années 1830 et on voit très vite que le mouvement s'essouffle, qu'il n'arrive pas à vraiment s'organiser. Et puis bien vite, le mouvement commence à partir dans des divagations théologiques. Donc ça fait fuir les personnes. Mais il y a une inquiétude politique au moins, parce qu'on ne sait pas tout à fait ce mouvement quel écho il va avoir, notamment parmi les classes populaires. À Paris, il avait beaucoup de succès parmi les ouvriers. Et donc voilà, quoi faire avec ces classes remuantes? 1830, on est dans une révolution bourgeoise, donc ces classes dangereuses, comment est-ce qu'elles vont réagir? Donc il y a une inquiétude politique. Au niveau local, là où il y a eu quelques paroisses, les évêques s'en sont inquiétés, parce qu'ils ont eu peur de la contagion. Et donc Rome a laissé agir les évêques. Et très vite, ils ont vu qu'il n'y aurait pas de conséquences sur le long terme. Alors, dans votre livre, Jean-Pierre Chantin, vous citez l'évêque d'Amiens en 1849, et je vais me permettre de le lire. Le trait caractéristique de cette époque, dit cet évêque d'Amiens, Louis-Antoine de Salinis, le trait caractéristique de cette époque, c'est le mouvement vers Rome. Qu'importe que quelques hommes croient pouvoir barrer le chemin qui conduit à Rome avec leurs petites idées, leurs petites susceptibilités, le petit droit qu'ils ont fabriqué à leur usage, vieux enfants qui s'imaginent que ces toiles d'araignée pourront arrêter le mouvement qui emporte les esprits vers le centre de l'unité. Donc, le centre, c'est bien Rome. Alain Carmentous, ce mouvement vers Rome est une nouveauté. Alors, c'est vrai que pour nous, catholiques, où le pape est partout, il est à la télévision, chez nous, dans notre salon, on peut le voir sur notre portable avant de se coucher au petit déjeuner, il est partout, il y a cette centralité romaine, il a une importance. Or, au XIXe siècle, cette importance, cette centralité, c'est un phénomène nouveau. Oui, c'est quelque chose de nouveau, effectivement. D'autant qu'au XVIIIe siècle, je me rapporte à des périodes que je connais un petit peu, disons que mis à part Benoît XIV, il y a très peu de papes qui émergent, qui ont une personnalité forte, quand même. Donc, ça ne facilite pas cette centralité romaine. Et je ne parle pas de la période précédente, où là, il y avait des formes de contestation assez importantes, et où, effectivement, dans beaucoup de pays d'Europe catholique, je pense à l'Espagne ou à la France, par exemple, le pouvoir sur l'Église, c'était le pouvoir politique. On revient toujours à la même chose. Donc, la nouveauté, effectivement, ça va être
au XIXe siècle, de voir, je dirais, des personnalités. Alors, on peut même parler de Pie VII, après tout, même s'il a signé le Concordat. Oui, on a reçu, c'est Jean-Marc Tichy, l'auteur de la biographie de Pie VII, et qui montre bien que ce mouvement de centralisation, généralement, enfin, ma perception, c'était qu'il apparaissait à la fin du 19e avec l'infaillibilité pontificale, mais Jean-Marc Tichy dit non, il apparaît avec Pie VII, et notamment son voyage en France, qui est un immense succès. Oui, tout à fait. Et alors évidemment, si on parle de Pie IX, c'est autre chose à ce moment-là. Hein. Mais donc ça accentue complètement le phénomène. Mais c'est, pour répondre à votre question, c'est effectivement quelque chose de nouveau dans l'histoire, à la fois de l'Église et même dans l'histoire du christianisme. C'est une évolution sur le 19e siècle. Hein. On a justement Pie VII, il ne va pas commettre l'erreur avec les autres États qu'il a commises avec Napoléon Bonaparte, c'est qu'il y aura d'autres concordats, mais où il y aura moins de pression de l'État. Donc il va en sortir grandi. Il y a un mouvement vers Rome, parce qu'on voit bien que l'État français n'est plus catholique. Vraiment, donc il y a aussi ça. Il y a une spiritualité romaine qui s'impose, avec notamment Alphonse de Liguori, qui est mis en avant au XIXe siècle. Il y a le rite romain qui s'introduit petit à petit partout. Donc c'est un mouvement vers Rome, comme le disait le prélat, et Philippe Boutry l'avait bien montré. C'est un lent mouvement, et puis la personnalité des papes est mise en avant, les évêques qui sont un peu bridés par le Concordat. Hein. On n'a pas le droit de lire en chair, enfin l'évêque n'a pas le droit de diffuser un écrit du pape au XIXe siècle. C'est interdit par le Concordat. Bon, il y aura de plus en plus des évêques qui vont commencer à essayer de le faire, et qui seront condamnés d'ailleurs. Mais voilà, il y a ce mouvement lent qui se fait tout au long du XIXe siècle. Alors il y a une nouvelle polarisation. Au fond, il y a les ultramontains, c'est-à-dire ceux qui veulent aller au-delà des Alpes et se tourner vers Rome. Et il y a ceux qui sont plus libéraux et qui préfèrent, au fond, l'esprit d'une Église nationale. Oui, il y a même des gallicans. Oui. Libéraux gallicans, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Ceux qui disent qu'une église nationale française, alors pas dans le sens de l'abbé Châtel, mais enfin que l'église de France a des droits, qu'on doit les préserver, que cette montée en puissance du pape ne doit pas empiéter sur l'originalité de l'église de France. Au moment juste avant le concile de Vatican, donc dans les années 1860, on a vraiment dans ce mouvement, on va dire, de gauche, entre guillemets, et encore le terme ne serait pas très, très juste, on a vraiment deux propositions, les libéraux, qui disent qu'il faut une église qui tienne compte des libertés, peut-être un peu des héritiers de la grande réflexion qui avait eu lieu au moment de Châtel. Et puis il y a des gallicans, ils ne sont pas forcément d'accord entre eux, mais qui eux aussi vont contester le mouvement vers Rome, mais au nom de la particularité française. Il y a même des évêques qui, au moment du Concile du Vatican I, ne vont pas voter, vont partir. Hein. Alors le moment du Concile Vatican I, c'est le moment de la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. C'est le sommet de cette centralisation ? Probablement, oui. Enfin, au moins dans la symbolique. Et c'est un... Je ne veux pas revenir une fois de plus sur la Petite Église, excusez-moi. Je vous en prie. C'est un désespoir pour les gens de la Petite Église, parce que désormais, l'infaillibilité pontificale, qui est rétroactive, Oui. Autrement dit, fait que le pape Pie VII n'a pas pu se tromper. Et donc, du coup, ce sont les dissidents, les schismatiques, de la Petite Église qui sont dans l'erreur. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les vieux catholiques. Qui sont les vieux catholiques, Jean-Pierre Chantin ? Oui. Alors les vieux catholiques, c'est un mouvement européen qui a d'ailleurs pas eu de succès en France, mais qui a eu un certain succès en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, oui. Donc c'est un mouvement qui repose sur ces deux piliers que j'ai cités, libéraux, alors pas gallicans, mais qui veulent un respect des particularités locales. Alors, le mouvement européen est beaucoup plus libéral. Et ce sont des personnes qui trouvent que Rome est dans l'erreur. Et donc, on ne peut pas, on se dit toujours catholique, mais catholique avec l'héritage des siècles, dans la lignée de tout ce qui a été fait. Et le pape se trompe. Et là, il y a une erreur manifeste. On ne peut pas être en accord avec ce qui a été fait au Concile. Et donc, il se constitue en Église nationale. Donc en Allemagne. Aux Pays-Bas, c'est un peu particulier, parce qu'il y avait déjà une église nationale
qui était d'origine janséniste, on ne va pas détailler, et qui épouse le vieux catholicisme. En Suisse aussi, une église nationale, les catholiques chrétiens qui se constituent. Encore, hein. Et en France, alors il y a eu des essais en France, puisqu'il y avait déjà des penseurs auparavant, dans les années 1860. Donc il y a des essais de constituer une église vieille catholique, ancienne catholique, un peu comme vous voulez, avec une figure européenne qui est l'abbé Loison, Hyacinthe Loison, qui a eu une renommée internationale. Mais il y a un échec en France, d'abord parce que les évêques ne suivent pas, alors que dans les autres pays, il y a des évêques qui ont suivi. Oui, les évêques, même s'ils quittent le concile d'Arbois, hein, si mes souvenirs sont bons, Monseigneur d'Arbois, l'archevêque de Paris quand même, qui va mourir sous les balles des communards, eh bien, s'en va, mais finalement, il est bien obligé de suivre et d'obéir. Oui, bien sûr. C'est pas parce qu'il ne vote pas. Exactement. Voilà, qu'il se sépare de Rome. Et là, ce qui est quand même intéressant, c'est quand on lit, je dirais, l'argumentaire des gens qui vont constituer cette Église, c'est un argumentaire théologique extrêmement fort. Oui, il y a des théologiens. Dollinger, par exemple, en Allemagne, c'est un grand théologien reconnu même par Rome et qui prend position contre le vieux catholicisme, donc contre. Vieux catholicisme parce que le catholicisme de toujours. Hein, le terme, et donc pour eux, ils ne sont pas dissidents. Et d'ailleurs, comme les gens de la petite Église manquent de prêtres, ils vont souvent essayer de demander, notamment aux Pays-Bas, à ces évêques des peuples, d'envoyer des prêtres. Il n'y a pas de lien, évidemment, automatique, et ils vont refuser. Hein. Il n'y a pas de lien automatique, mais on voit qu'il y a une tentative qui est ténue, hein, bien sûr, de faire des liens entre, justement, ces oppositions à Rome. Donc là, en fait, nous sommes dans une rupture qui, pour le coup, est véritablement théologique. Qui est davantage théologique. Elle est ecclésiologique. Elle est ecclésiologique, ça c'est clair. Oui. Donc la répartition des pouvoirs. Est-ce que le Concile Vatican II, qui a vu d'un autre œil son histoire, précisément révise sa relation à tous ces mouvements dans le passé? Alors oui et non. Ça, c'est les réponses préférées des historiens. Parce qu'il y a toujours oui et non. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le Concile qui envoie Monseigneur de Ruino dans l'Ouest pour essayer de ramener les dissidents de la petite église des Deux-Sèvres. Donc vous voyez, il y a une intention qui est portée. Et d'ailleurs, je précise qu'on est à un moment où la juridiction des diocèses s'assouplit. On considère que dans la petite église, les sacrements qui ont été donnés sont valides. Attention, ceux qui sont nés dans la petite église, ceux qui sont mariés, ils sont excommuniés. Mais par exemple, les vieux catholiques, on a des protestants qui sont invités, on a beaucoup de monde, mais pas de vieux catholiques. Et pas l'archevêque d'Utrecht, par exemple, qui est le responsable des vieux catholiques. Donc vous voyez, il y a des positions, selon les cas, un peu différentes. Est-ce qu'on peut, en conclusion, pour ce 19e siècle si particulier, caractériser d'un point de vue général ces mouvements? Ça reste des mouvements très différents les uns des autres, avec des motivations différentes? Oui, ça c'est évident. Il y a ce qu'on disait à l'instant, il n'y a pas une tentative de fédération dans la mesure où la contextualisation des mouvements est à la fois fondamentale et complètement différente des uns par rapport aux autres. Mais il n'empêche que, je veux dire, ce ne sont pas des épiphénomènes. Voilà. En dépit du petit nombre, en dépit des échecs, en dépit de la restriction ou la réduction extrêmement drastique maintenant des membres de la petite Église, par exemple, ils sont révélateurs de quelque chose. Oui. J'ai l'habitude de dire que c'est la pointe de l'iceberg. Voilà. Eux, on les voit, mais il y a d'autres, ce que je disais tout à l'heure, marge extérieure, marge intérieure. C'est révélateur de quelque chose. Et je dirais que, ça sera ma conclusion, pas forcément la vôtre ni la vôtre, mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans la situation actuelle de l'Église catholique romaine, et notamment en Europe ou en Amérique, il y a peut-être des exemples à prendre de la part de la petite Église, dans la mesure où on n'en a pas beaucoup parlé, mais le rôle des laïcs est fondamental, y compris pour les sacrements. Et donc c'est peut-être
je dirais, une espèce de prolongement contradictoire de cette histoire de la petite Église. Jean-Pierre Chandin? D'abord pour dire que pas mal de ces mouvements du XIXe siècle subsistent. Effectivement, ils sont très disparates. Je disais, ils sont en fait révélateurs, comme vous l'avez dit, je suis d'accord, ils sont révélateurs d'insatisfaction plus générale, et ça se verra encore beaucoup plus au XXe siècle. Donc étudier ces petits groupes, c'est aussi comprendre beaucoup de la société. Peut-être aussi, ce que nous n'avons pas dit, c'est que la séparation de l'Église et de l'État en France va permettre au fond de renforcer le pouvoir du pape. C'est Aristide Briand qui disait sur Pie X, Saint Pie X, il a tout compris au fond. Il a tout compris, il met fin au gallicanisme et à cette spécificité française. Alors la séparation des églises et de l'État. Des églises et de l'État. Laisse la main libre à Rome, puisque en fait tout ce qui liait le pape au XIXe siècle avec le Concordat, la loi de 1905, c'est la fin du Concordat. Alors, sauf en Alsace-Moselle, mais c'est autre chose. Mais Rome est libre de nommer qui il veut, d'exclure qui il veut, de faire ce qu'il veut. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Alain Cabantous, une histoire de la petite église en France, 19e, 21e siècle, un ouvrage paru aux éditions du Cerf et chez le même éditeur, Catholique malgré Rome, des croyants infidèles en France, 19e, 21e siècle, voilà, édition du Cerf. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs et chers auditeurs, pour votre fidélité. Comme d'habitude, je vous mentionne les autres émissions. Nous avons parlé du jansénisme, du gallicanisme, nous avons parlé de Pie VII. Tout cela, ce sont des émissions que vous pouvez écouter dans nos archives. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à utiliser le moteur de recherche. Il y a une rubrique au risque de l'histoire. Et si vous êtes aussi amoureux de l'histoire et de bien d'autres sujets en dehors de l'Église, n'hésitez pas à vous rendre sur storiavoce.com, notre partenaire. Merci à vous et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire.